Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore au micro pour une autre belle émission de Vivement les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intensification au travail qui frappe fort les femmes. Donc, l'intensification du travail s'explique par de multiples facteurs: la pénurie de main-d'œuvre, la mondialisation, la connexion de jour comme de nuit. Puis les femmes la subissent davantage parce que s'ajoute à tout cela la charge mentale. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Nathalie Marceau, professionnelle des ressources humaines, et Julie Laporte, gestionnaire dans une grande entreprise depuis 20 ans. Bonjour Nathalie Marceau. Bonjour Marjorie. Un plaisir de te revoir à l'émission. Oui, un plaisir tout à fait réciproque. Et nous avons avec nous Julie Laporte. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis certaine là qu'à vous deux, vous allez pouvoir nous démystifier là, c'est quoi l'intensification du travail que l'on subit. Je vais commencer tout de suite avec Nathalie Marceau, à titre de spécialiste des ressources humaines. Donc, explique-nous, c'est quoi ce phénomène-là? Bien, en fait, l'intensification du travail, ça veut surtout dire qu'on est essoufflé dans le temps, dans notre travail. C'est paradoxal, le temps de travail change dans le temps. Donc, si on regarde historiquement, là, dans les années 1870, en fait, où les gens travaillaient beaucoup dans le milieu agricole, aux champs et tout, Oui. dans le monde, on travaillait 2 fois plus que maintenant, mais c'était beaucoup dans des emplois qui sont familiaux, hein, la ferme familiale. Donc, c'est des très, très longues heures, 7 jours par semaine. Oui. Donc, à ce moment-là, on travaillait le double de maintenant. Mais dans le siècle dernier, là, les emplois salariés sont apparus. Et puis là, dans ce contexte-là, il y a une régularisation du travail qui s'est un peu instaurée là, jusque vers les années 1990. Et puis là, il y avait... les gens aspiraient à des conditions de vie, à des conditions de travail qui permettaient de faire un peu plus de loisirs, s'occuper un peu plus de la famille. Donc, tout ça est apparu, mais depuis les années 90, 2000, il y a des facteurs comme la mondialisation, la pénurie de main-d'œuvre que l'on vit maintenant depuis quelques années. Donc, tout ça fait que on se retrouve avec une intensification du travail. On se retrouve... et aussi également 24 heures par jour, à peu près, on peut maintenant à cause de la connectivité. Donc, c'est vraiment un sentiment d'essoufflement, je dirais, depuis 20 ans, 30 ans, qui n'était pas là au siècle dernier, mais on s'entend que nos ancêtres ont aussi beaucoup travaillé au champ et tout. Oui, là, donc, oui. Est-ce que le travail s'intensifie parallèlement aux échelons hiérarchiques? Il y a différents niveaux de... Julie, elle peut peut-être en parler à ce niveau-là, mais il y a différents niveaux de charge mentale. C'est sûr que quand on prend des responsabilités plus grandes dans une entreprise, il y a comme plus tellement de limites d'heures. Par contre, je dirais pas que les gens qui sont dans le niveau hiérarchique d'entrée différents, je dirais pas qu'ils travaillent moins, là, parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux, effectivement. C'est peut-être la charge mentale qui est un peu différente. Que quand ils terminent le travail, c'est terminé, alors que en montant les échelons, peut-être que la charge mentale est plus grande. Qu'est-ce que... Oui, puis je peux dire aussi, peut-être ça dépend aussi de la philosophie de l'entreprise. Donc, ça peut varier selon certaines entreprises, selon certains types de management ou de direction, parce qu'il y a des gens qui s'attendent vraiment à connexion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'autres qui respectent les week-ends, ça dépend des... Oui, exactement. Donc, Julie Laporte, vous travaillez dans une grande entreprise. Alors, avec cette intensification, comment vous la sentez? Comment vous pouvez nous la décrire? Bien, c'est certain que
depuis que je suis devenue maman, moi, j'ai vécu ça des 10-15 dernières années. Pour moi, ça a été des moments aussi où je devenais gestionnaire et tout ça. Donc, ça crée une pression. Mais on a vu dans les dernières années, et je compare avec des gens autour de moi ou dans d'autres entreprises, on sent la pression. Et bon, avec la pandémie, on a vu plusieurs industries, manque de main-d'œuvre, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Donc, manque d'expertise maintenant dans les entreprises pour ceux qui restent. Donc, c'est encore plus difficile pour ceux qui restent ou des gens qui partent à leur retraite. Les postes ne sont pas remplacés. On dispatche un peu à gauche avec ceux qui restent. Donc, ça intensifie beaucoup pour les équipes en place. OK. Puis, vous direz que ça touche vraiment beaucoup plus les femmes? Parce que les femmes, il y a la charge mentale qui est toujours là derrière. Oui. Donc, c'est certain, ou celles qui sont mamans comme moi, on planifie beaucoup, on s'occupe beaucoup de la vie des jeunes. Et je dirais, on peut aller, moi j'ai des adolescents, mais la charge de parents aussi a amplifié dans les dernières années avec les téléphones et tout ça. Donc, ça demande plus aux parents de gérer des enfants. Donc, ça s'accumule un peu dans toutes les sphères. Donc, ça devient difficile. Faut vraiment être à l'écoute de soi, mettre ses limites aussi beaucoup. Chose que j'essaie de faire. Je ne suis pas tout le temps bonne pour le faire, mais quand j'ai des signes, je le signale à ma direction et aussi à mon conjoint. Ah oui, d'accord. Oui, les deux, oui. Alors, ça m'amène à poser la question, est-ce que le travail à distance a aidé à diminuer cette intensification ou, au contraire, on est débordé quand même? Oui, moi, je pense pas que ça a diminué. Tu sais, les gens maintenant c'est super, la technologie d'être joignable tout le temps. Mais bon, l'aménagement de pouvoir travailler à la maison, ça donne plus de flexibilité, mais les gens ont tendance à commencer les journées plus tôt, finir plus tard. Beaucoup de gens voient l'ordinateur qui est là le week-end et vont aller se connecter. Exactement. Moi, je fais vraiment une mission de ne pas travailler la fin de semaine. Mais c'est certain que je pense pas qu'il y a moins d'heures qui est fait vu que les gens travaillent de la maison. Au contraire. C'est ça. Vous avez la même réponse, Nathalie? Oui, effectivement. Justement, aujourd'hui, j'ai fait une entrevue avec un travailleur et puis il me disait que lui, il a choisi de changer d'emploi pour aller travailler au bureau parce qu'il disait que chez lui, écoute, il se levait, il déjeunait, puis il était tout de suite sur l'ordinateur, puis il oubliait de luncher, il oubliait de souper, il travaillait en soirée, il était comme plus capable de s'arrêter à ce niveau-là. Donc, il y en a qui sont plus capables que d'autres, peut-être, mais c'est pas nécessairement une garantie que le télétravail, c'est moins intense. Ouais. Puis, il faut s'auto-discipliner aussi là-dessus, comme Julie le disait aussi, la sphère familiale et la sphère du travail. Moi, ce que je dirais aussi, par rapport aux femmes, ce que moi, je vois là, dans les différentes entreprises avec lesquelles je travaille, c'est que les femmes sont souvent celles qui coordonnent, qui gèrent les détails. Et puis ça, c'est très, très demandant au niveau de l'horaire. C'est ça qui fait qu'ils gardent la charge mentale de faire l'organisation. Je ne dis pas que les hommes ne font pas d'organisation, mais ce que je vois, c'est que c'est quand même une tendance que c'est plus les femmes qui font l'organisation de tous les petits détails, des petits projets, de la charge familiale aussi, des activités familiales. Je ne sais pas si toi, tu vis ça comme ça, Julie? Oui, mais là, et puis aussi, tu sais, il y a eu beaucoup de coupes dans certaines industries, puis il y a un poste comme lequel j'ai en ce moment, peut-être il y a 15-20 ans, tu avais un adjoint, une adjointe qui t'aidait à faire plein de petits trucs. Maintenant, ça n'existe plus, ces postes-là. Exactement. Donc, on fait beaucoup plus large. Oui, ça c'est vrai.
Je poursuis ma discussion avec Nathalie Marceau, professionnelle en ressources humaines, et Julie Laporte, gestionnaire dans une grande entreprise. Julie, j'aimerais ça vous poser la question, est-ce que dans une entreprise internationale, l'aménagement du travail est le même partout, sur tous les territoires? Non, d'après ce que moi je vis, je vois que chaque pays a pas mal ses propres normes, Oui. ses habitudes de travail. Il est certain qu'avec la pandémie, le travail hybride est pas mal répandu partout. Donc, une partie de la semaine à la maison, une partie au bureau, principalement aux États-Unis, en Europe et le reste du Canada. Mais ça varie selon le type d'entreprise. Il y a aussi certaines entreprises maintenant que il y a plus de bureau physique. Oui, c'est vrai. C'est que ici comme ailleurs, je pense. Donc, ça varie. Puis, donc, vous, comme vous avez eu les enfants, Julie, donc l'intensification du travail, vous l'avez ressenti avant même d'avoir eu vos enfants, la charge familiale en plus? Non. Je dois dire que j'ai senti plus après. Après, OK. Oui, ça fait 17 ans que je suis maman, donc je pense que ça s'est intensifié dans les dernières années en général et je suis devenue maman à ce moment-là. C'est certain aussi que j'ai monté les échelons, donc j'ai tout le temps rajouté de la charge un peu partout dans ma tête. C'est ça, oui. Oui, donc ça fait beaucoup parfois. Oui, oui. Nathalie, est-ce qu'il y a une différence entre une intensification du travail qui est donnée par l'entreprise, si je peux dire comme ça, et une intensification qui est demandée par l'employé même? Ça, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a des employeurs qui ont des attentes, surtout au niveau de la connexion, là, donc qu'il y a des choses qui se passent le soir et les week-ends. Dans certains postes, il y a des attentes à ce niveau-là, là, que les gens soient toujours au courant de ce qui se passe. Il y a des attentes de ce côté-là. Mais il y a aussi la pression que les employés se mettent eux-mêmes. Oui. Pour un emploi, hein, pour beaucoup de monde, c'est une identification à quelque chose que l'on réalise, dans lequel on grandit. Donc, les gens se mettent aussi leur propre pression pas nécessairement de performance, mais de réaliser des choses. Et puis, ça devient un peu comme un jeu. Moi, je dis que le marché du travail, c'est un peu comme un jeu. Je pense que Julie m'avait mentionné aussi ça déjà dans des discussions qu'on avait eues. Oui. Et puis, c'est un peu un jeu. Donc, on veut bien faire, on veut trouver la meilleure manière, on va aller plus loin. Il y a plein de belles choses à faire sur le marché du travail, mais des fois, c'est vrai que les employés se mettent eux-mêmes la pression. C'est pour ça, d'ailleurs, que il y a des dizaines d'années, on parlait de Liberté 55. Oui. Pas quelque chose qui va arriver, selon moi, parce que les gens se définissent par le travail. Il faut qu'il y ait des projets à réaliser, il faut qu'il y ait des choses à faire. Donc, il y a peut-être une partie des gens pour qui ça convient d'arrêter de travailler et tout ça, mais pour la plupart des gens, c'est une manière de se définir. C'est ça, exactement, parce que je me souviens même de la publicité qui était faite autour de la Liberté 55, mais maintenant, on voit même avec la pénurie, les gens reviennent, même les personnes retraitées reviennent sur le marché du travail. Donc, ce serait quoi la définition actuelle d'une autre liberté, disons, de 55? Ce serait quoi, Nathalie? Ben moi, en fait, je dis, le marché du travail, mais je pense qu'on vit ça aussi dans l'organisation du travail, c'est qu'on se rend compte que chacun a des besoins différents. Puis que les entreprises, souvent, sont dans le moule 35 à 40 heures par semaine. Peut-être que ça ne convient pas à tout le monde, puis pas juste les gens de 50 ans. Là, à tous les âges, les gens ont peut-être envie de travailler un peu moins ou un peu plus. Ça dépend. Il y en a qui peuvent vouloir s'investir plus et développer des choses. Il y en a qui peuvent vouloir travailler moins, s'investir ailleurs autrement, dans une carrière artistique à côté, dans les études, dans la famille, peu importe. Donc, je pense que ce qu'on voit, là, la pandémie a amené différentes organisations du travail. Il y en a qui travaillent très bien 100% à la maison. Il y en a qui c'est un peu au bureau ou un peu à la maison. Il n'y a pas de moule pour la même chose. C'est un peu la même chose, je pense, pour le travail et la retraite. Ou, est-ce qu'on est obligé de faire des semaines de
35 à 40 heures. Exactement, Est-ce qu'il y en a qui veulent faire 50, c'est correct. Puis s'il y en a qui veulent faire 20, pourquoi on ne trouve pas une manière de fonctionner? Moi, je pense que le futur du travail va dans la personnalisation un peu de notre temps de travail et de la manière qu'on veut travailler. Ouais. Tout à fait. Julie Laporte, en tant que gestionnaire dans une grande entreprise, donc vous avez aussi des ressources humaines. Alors, certainement, vous êtes alerte à cette intensification pour aussi vos ressources humaines. Est-ce que vous avez comme mis des méthodes pour détecter si un employé a une surcharge ou vit mal aussi le stress au bureau que ça peut apporter? Bien, en général, je suis quand même assez à l'écoute, justement, des gens dans mon équipe et capacité peut-être à voir un peu s'il peut avoir une surcharge ou si quelqu'un va pas bien. Donc, j'essaie de... Parce que je fais beaucoup d'efforts avec moi. Bon, et c'est aussi une chose qui m'est commentée par mon équipe en positif, que je suis capable de prendre soin de moi aussi et d'avoir un équilibre personnel et professionnel malgré mon type de position, de poste dans l'entreprise. Donc, je mets mes limites. Donc, j'essaie, quand quelqu'un est en vacances dans le sud, me dit « Ouais, ben je vais être sur l'appel et tout ça. » Je dis « Non, tu es en vacances. Oui, voilà. Prends tes vacances. Je veux pas que tu sois sur l'appel. On est capable de gérer en ton absence. » Oui, oui. Et puis, donc, avec ça c'était au bureau. Dans tout ça aussi, vous avez parlé au début du conjoint. Donc, le conjoint, comment il participe aussi pour amoindrir la charge mentale qu'on peut avoir? Ben moi, mon conjoint ne travaille pas 5 jours. On travaille 4 jours en général. Il y a un horaire atypique, donc ça a quand même aidé dans notre vie familiale parce que quelqu'un qui a un poste comme le mien, 5 jours semaine et des voyages, beaucoup de voyages d'affaires, ça aurait été difficile quand les enfants étaient très jeunes. Oui. Donc, j'ai un conjoint qui cuisine aussi, donc beaucoup. C'est sa passion. Donc ça je laisse ce dossier. J'aime ça cuisiner, mais pas un mardi soir. Non, c'est vrai. Ah ouais. Donc, l'engagement du conjoint à ce niveau-là est très, très, très important. Oui, et d'avoir une bonne communication avec le conjoint pour... Oui. Oui, oui. Donc, Nathalie, on a parlé d'une des causes de l'intensification du travail, c'était la pénurie de main-d'œuvre. Mais on en entend tellement parler, mais est-ce qu'il y a des solutions à ça? Comment arriver à pouvoir diminuer une charge de travail quand on est en manque d'effectifs? Ça, c'est une bonne question. C'est sûr qu'une des premières choses auxquelles des solutions qui sont soulevées, c'est toujours au niveau de l'immigration. On ouvre nos portes très, très grandes ici au Canada là, pour aller chercher des travailleurs à l'étranger. Ça, c'est une solution qui est relativement... je dirais pas facile parce que c'est pas un parcours facile, mais c'est quelque chose qui est identifié et qu'il y a des actions concrètes qui sont prises. À long terme, comme société, moi, je pense qu'il faut se poser des questions sur plutôt qu'est-ce qu'on veut accomplir. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant d'entreprises, autant de biens de consommation, autant de... Il faut peut-être se poser des questions comme société sur la croissance, en fait, parce qu'on est toujours c'est comme un jeu, hein, je disais tout à l'heure, le jeu, c'est toujours d'avoir plus de croissance, de grandir et tout ça, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui font le choix de rester petits, de ne pas grandir. Bon, ça reste pour l'instant un peu... en marge, là. C'est pas le courant principal, mais il reste que peut-être, je pense que comme société, il faut se poser des questions à un moment donné sur où est-ce qu'on veut aller avec toute cette croissance-là. Puis la croissance, à quel prix? Qu'est-ce qu'on laisse de côté en faisant la croissance? Une des choses que je vois, moi, dans le marché de l'emploi, par exemple, c'est que tous les métiers reliés aux technologies, là, donc les ingénieurs, les informaticiens, c'est en très, très, très grande demande. Puis c'est dans des postes qui sont bien rémunérés, mais tous les métiers qui sont dans l'humain, donc qui sont dans les relations interpersonnelles, s'occuper
des enfants à la DPJ et tout ça, c'est très difficile de recruter et c'est des emplois qui sont moins rémunérés que des postes technologiques. Donc, moi, je me demande comme société, est-ce qu'on veut vraiment investir plutôt dans les technologies ou dans l'humain ou il n'y a peut-être pas un choix à faire entre les deux, mais comment on fait, on s'assure que l'humain soit aussi, s'impliquer avec l'humain, ça soit aussi valorisé. Oui. Toujours en compagnie de Nathalie Marceau, professionnelle en ressources humaines, et Julie Laporte, gestionnaire dans une grande entreprise. Julie, on a parlé Nathalie parlait un peu de cette conscientisation comme société. Alors, je suppose aussi qu'au sein de l'entreprise, de la grande entreprise, ce sont des réflexions qui sont faites parce qu'il s'agit de la stratégie au niveau des employés, du manque, comment pallier au manque. Est-ce que votre entreprise a ces réflexions-là et puis est-ce qu'il y a des solutions qui sont amenées? Ben, c'est certain qu'on est dans le contexte actuel, puis il y a des défis dans différents métiers dans notre entreprise pour le recrutement, pour la rétention aussi. Oui, c'est des discussions qu'on a. Pour l'instant, on n'a pas de solution miracle. C'est ça, tout à fait, oui. Puis je pense que beaucoup d'entreprises n'ont pas de solution miracle. Oui. Et c'est quelque chose comme en tant que gestionnaire qui vous pèse de craindre de pas avoir d'effectifs pour réaliser les tâches, la responsabilité. Ça, dans les dernières années, c'est toujours quelque chose, c'est parfois difficile, la charge de travail pour le nombre de personnes que nous sommes dans l'équipe. Oui. S'il y a des départs, c'est vraiment difficile à gérer. Et là, maintenant, quand on fait du recrutement, j'ai vu la différence depuis la pandémie. Moins de gens, les gens sont un peu moins qualifiés, on est moins... le rôle a été inversé pour les gens qui cherchent un emploi. C'est quasiment l'employeur qui doit se vendre auprès des employés. Oui, tout à fait. Donc, c'est plus difficile qu'avant de recruter aussi. Oui. Et les gens sont moins stables aussi pour rester dans une entreprise pendant plusieurs années. Exactement. Donc, ça tourne plus. Et l'engagement aussi au niveau... ça a changé depuis la pandémie ou il y avait une tendance avant? Il y avait une tendance avant. Je pense que les jeunes, je ne veux pas généraliser, mais quand même la jeune génération a beaucoup d'attentes et il faut que ça se passe rapidement. Sinon, je vais aller voir ailleurs, mais souvent, ils ne sont pas mieux servis ailleurs. C'est ça. Ils rendre compte quand ils sont allés voir. Moi, ce que je vois aussi dans le recrutement, c'est que quand on recrute des gens, ils disent tout de suite OK, est-ce que c'est hybride? Est-ce que c'est comme la première question avant toute chose, là, ce qui n'était pas le cas? Nous, on le met dans l'affichage de poste. Ah oui, tout de suite, hein? Vous le précisez. Oui. OK. Pour attirer vraiment les... pour que ça soit clair dès le début, parce que maintenant, il n'y a plus personne qui veut venir travailler dans un bureau 5 jours semaine. C'est vrai. Presque pas. Écoute, on n'aurait pas dit ça il y a à peine 3 ans, hein? Et puis, la super disponibilité, là, Nathalie, qui se traduit par une compensation financière. Est-ce qu'il y a d'autres compensations intrinsèques par rapport à ça? Bien, en fait, la super disponibilité, je ne sais pas si ça se traduit vraiment par une compensation financière. Julie... on voit Julie qui secoue la tête, oui. Moi, je pense pas qu'en général, en tout cas pas dans mon type d'entreprise, il n'y a pas de compensation financière. Je pense que c'est c'est quelque chose qui est attendu, mais qu'en général n'est pas rémunéré. En tout cas, pas dans beaucoup d'entreprises, c'est ce que je pense. Oui. Par contre, ce que je vois, moi, c'est que la super disponibilité peut aussi donner une certaine flexibilité. Donc, si la personne est très, très disponible, puis a besoin de prendre du temps personnel pour des choses personnelles, donc ça, c'est comme plus facilement accepté, je pense. Oui, c'est ça. On est plus flexible sur plein de choses maintenant, puis tu peux aller travailler une semaine
chez ta tante au Maroc, c'est des choses qui sont plus faisables qu'avant. Ça a des bons côtés aussi. On est plus flexible sur certaines choses parce qu'on en demande un peu plus. Oui. Mais la disponibilité, mais la compensation financière, ça, moi, je ne l'ai pas vu à ce niveau-là. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des postes qui doivent être en disponibilité, là, je sais pas, en support informatique, par exemple, ou des choses comme ça. Oui. Donc, si eux, c'est prévu au contrat là, qu'il y ait des compensations financières, Mm-hmm. s'ils travaillent plus ou du temps supplémentaire dans certains secteurs. Mais sinon, je ne pense pas vraiment qu'il y a de compensation financière. C'est comme juste attendu que les gens ont un téléphone puis qu'ils regardent ce qui se passe un peu dans l'entreprise. Exactement. Peut-être pas financière, mais comme Julie, quand vous disiez qu'il y a cette flexibilité, donc peut-être la compensation, est-ce qu'elle vient de autre chose? Oui, justement, d'avoir plus d'opportunités. Finir un vendredi plus tôt, vu que, des fois, on t'a texté la fin de semaine ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Puis, il y a aussi les gens, c'est à eux à mettre leurs propres limites aussi. Oui. Je veux dire, moi, j'ai eu un collègue qui me dit quand il y a un email qui arrivait de la direction la fin de semaine, il se sentait obligé de répondre. Pas moi. Ah oui, OK. Ouais. Moi, c'est un texto, tout ça, c'est différent, mais un email, pour moi, le samedi, il ne faut pas que tu t'attendes à ce que je te réponde. Avant lundi. Mais je pense que c'est quand même il faut se conditionner, là, parce que puis c'est vrai, hein, on a tendance à vouloir répondre et tout. Je pense qu'il y a quelque chose, Julie, je suis d'accord avec vous, de personnel, de dire, de mettre les limites, parce que sinon, ça serait n'importe quand, surtout que maintenant, avec le cellulaire, on a le email du travail. Je pourrais répondre. Il faut se discipliner. Puis je reviens de vacances, j'ai enlevé toutes ces choses-là de mon téléphone qui était avec moi. J'ai eu ça, le téléphone personnel, professionnel. J'ai tout enlevé de mon téléphone. C'est ça. J'ai avisé, c'est une urgence, vous pouvez me contacter de telle façon, mais je n'irai pas lire mes mails et je les ai enlevés parce que je sais que c'est tentant des fois. Exactement, bien sûr. Mais c'est de la discipline pour ce... Puis surtout, parfois, c'est pas des choses très, très agréables aussi qui peuvent gâcher les vacances. Oui, c'est ça. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Toujours au micro avec Nathalie Marceau, professionnelle en ressources humaines, et Julie Laporte, gestionnaire dans une grande entreprise. Nathalie, alors j'aimerais que vous ajoutez... Oui, en fait, sur ce que Julie disait, là, que des fois les gens, on est tentés de répondre le week-end et tout ça, je pense qu'il y a une composante aussi qui est sociale là-dedans, donc dans le sens où... on développe des liens au travail et puis donc si tel collègue envoie quelque chose, on ne veut pas le laisser tomber. Oui. Donc il y a je pense que c'est l'esprit d'équipe en fait surtout qui crée ça parce qu'on ne veut pas laisser tomber telle personne. Ou si notre gestionnaire nous envoie quelque chose, c'est sûr que là on se sent un petit peu interpellé à envoyer des choses. Moi, je suggère à mes clients parce que maintenant, on peut programmer les courriels. Moi, je leur dis entre 7h et 7h, 7h le soir, 7h le matin. Vous n'envoyez pas de courriel ou vous les programmez pour qu'ils arrivent ailleurs, puis il n'y en a pas la fin de semaine. Comme ça, les gens ont pas le choix à faire de « OK, j'ai reçu un courriel de tel collègue, j'y réponds dessus, je vais attendre à lundi. » Puis là, même si on ne répond pas, des fois, le sujet, juste le titre du courriel nous fait réfléchir à des choses et tout. Donc, maintenant, on a des mécanismes technologiques qui nous permettent carrément de mettre des balises. Là. Ouais. Puis, ça m'amène à parler maintenant des politiques. OK, il y a des politiques gouvernementales. J'aimerais t'entendre là-dessus, Nathalie, mais aussi des politiques organisationnelles. Julie aussi. Alors, pour pallier justement à ça, pour aider les gens, nos ressources humaines, à ne pas, à s'autodiscipliner, quelles seraient les politiques? Est-ce que dans votre compagnie, l'entreprise que vous travaillez, est-ce qu'il
il y a ça, une aide? Il n'y a pas tant de politique, mais il y a comme une philosophie d'entreprise. OK, d'accord, ouais. Sur laquelle moi, je mets l'emphase aussi. Mm-hmm. Moi, en tant que gestionnaire de cette équipe-là, je vais mettre des balises ou dire, je contacte jamais mon équipe le soir ou les fins de semaine, à moins qu'il y ait des urgences. C'est ça. Vraiment besoin. Il peut se passer des choses, mais j'essaie de vraiment prendre l'habitude de ne pas faire ça. Et je leur dis aussi, quand ils vont en vacances ou ils prennent des congés, ou s'ils travaillent trop, ou beaucoup d'heures supplémentaires, tu pourrais prendre vendredi de congé, tout ça. J'essaie de les aider dans la prise de décision pour penser à eux. Oui, okay. Parce qu'on a vu beaucoup dans les dernières années, quand même, des gens qui tombent en congé de maladie. Bien sûr. Ça, je veux dire, puis il va en avoir encore beaucoup, donc il faut faire attention. Ouais. Puis des politiques gouvernementales, Nathalie, est-ce qu'il y en a? Il y a quelque chose qui s'en vient dans le monde, qui est encore assez embryonnaire, qui est le droit à la déconnexion, en fait. Mm-hmm. Donc, je pense que le ministre du Travail a ça dans ses cartons, je pense, en ce moment. Mm-hmm. Mais c'est passé en France et c'est passé en Ontario. Donc, le droit à la déconnexion, c'est le droit, justement, à ce qu'il n'y ait pas d'interruption sur son temps personnel relié au travail, à moins qu'il y ait des urgences. Puis là, les urgences, il faut s'entendre aussi. Quelles sont les urgences? Oui, sur quelles sont les urgences. Donc, je pense qu'il y a des choses, oui, que le gouvernement peut mettre en place à ce niveau-là. Maintenant, moi, j'ai eu des réactions des employés, eux, seraient contents de ce que je vois de ça. Mm-hmm. Certains employeurs, eux, sont contre ça. Il y en a qui sont pour ça. Donc, je ne sais pas trop quel genre de réception ceci va avoir dans le marché du travail, en fait. Mm-hmm. Donc, au moins, ça va aider... ça va aider, ça va nous aider ça va formaliser et puis aider aussi à s'auto-discipliner. Nathalie, j'ai lu quelque part un phénomène qui se dit démission d'été. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, la pénurie de main-d'œuvre permet de faire ça. Donc, dans certains domaines où les gens sont très, très en demande, donc les types d'emplois sont très en demande, au mois de mai, il y a des gens qui donnent leur démission et puis ils se retrouvent un emploi au mois de septembre, en fait. Mm-hmm. Donc, il y a des domaines où c'est très facile de faire ça. Okay. Donc, ils prennent l'été off, si on peut dire, là, l'été en vacances, et puis ils se retrouvent un autre emploi à l'automne. C'est des emplois généralement qui sont bien rémunérés. Encore là, c'est souvent dans les technologies que ce genre de choses-là arrive. Là. Donc, c'est correct pour eux de prendre quelques mois sabbatiques. Ce qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'on voit là qu'il n'y a pas vraiment d'attachement à travailler pour telle entreprise ou telle autre, parce qu'à tous les mois de septembre, ils changent d'entreprise. Oui. Ou à peu près. Donc, c'est vraiment pas un attachement à l'entreprise, c'est plus, ils font le travail qu'ils ont à faire. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Je ne saurais dire, mais c'est sûr que c'est un casse-tête pour les employeurs l'été à ce moment-là. Là. Oui, tout à fait. Parce que trouver quelqu'un au mois de mai aussi, ça, c'est l'autre chose. Recruter au mois de mai, juin, c'est quand même très, très difficile aussi. Oui. Est-ce que, Julie, je vous pose aussi la question à toutes les deux, est-ce qu'on a vu quand même après la pandémie un changement dans les contrats de travail, d'ajouter... d'avoir des demandes auxquelles on devrait répondre, mais de façon comme factuelle. Quels seraient les changements? Est-ce qu'il y a des changements qui sont survenus? Ça veut dire que même si on avait un contrat de travail, des réaménagements dans ces genres de contrats, où ça n'a pas vraiment eu d'impact? C'est vraiment plus au niveau de, justement, le travail, le nombre de jours qui est possible de travailler de la maison qui est signalé, et aussi des forfaits pour pouvoir payer un petit équipement à la maison, parce qu'à la base, on fournissait toujours qu'au bureau. Donc, on s'est retrouvé avec des employés qui veulent un vrai bureau à la maison, tu vois, qui travaillent sur sa table de cuisine. Donc, il y a des forfaits qui sont offerts d'un certain montant pour s'équiper pour travailler de la maison, mais
À part de ça, pour moi, je vois pas autre chose. Mm-hmm. Moi, je le vois pas dans les contrats de travail non plus. Par contre, je le vois dans les politiques, dans les entreprises. Les entreprises ont senti le besoin de baliser certaines choses. Par exemple, ils permettent de travailler ailleurs dans le monde pendant 1 mois, par exemple, ou un certain nombre de semaines. Donc, de plus en plus, ils appellent ça une politique de traquance, là, de travail-vacances. Oui, traquance. C'est la première fois que j'entends ça. Puis en anglais, workation. OK. Mais je ne sais pas si Julie, vous avez ça. Moi, je l'ai comme fait un petit peu parce qu'on avait des gens en France, des Français pendant la pandémie qui voulaient aller voir leur famille. Oui. Donc, on a commencé à le faire pour les Français. Après ça, dans les 3 dernières années, j'ai eu une petite politique avec mon équipe, mais l'entreprise est en train de statuer, de mettre une politique officielle. Oui, parce que c'est quelque chose qui est très demandé par les jeunes aussi. C'est ça. Donc, on veut être attirant, puis on veut garder les gens. On veut un engagement, on veut pas des gens qui partent au mois de mai. Oui, c'est ça. Alors, Julie, vous êtes gestionnaire dans une grande entreprise. Donc, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous vous considérez comme ambitieuse? Avez-vous, en début de carrière, des ambitions, des objectifs personnels à atteindre? Je dirais oui et non. Oui, d'accord. Parce que c'est certain que j'ai toujours voulu une carrière, travailler dans un domaine qui me passionnait, et je voulais monter les échelons, mais j'avais pas de but précis. D'accord. Donc, il y a des gens qui terminent l'école puis qui se voient vraiment à un endroit. Et moi, j'ai grandi dans une entreprise en prenant les opportunités qui se présentaient, mais j'avais pas de but précis. Mais en même temps, je pense que j'ai quand même un peu d'ambition parce que sinon, je serais restée peut-être à des postes tout à fait. Que j'ai occupés dans le passé. Oui. Puis, alors vous avez grandi dans l'entreprise, puis est-ce que c'est à un moment donné, vous avez senti comme sur le point de basculer dans un état d'anxiété? Parce qu'on sait que plus vous montez dans l'entreprise, plus vous avez de charges de travail, plus de responsabilités. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu comme un point de bascule où vous avez pas basculé, mais que c'était limite et qu'il fallait vraiment prendre soin de vous? Oui. En montant en responsabilité, c'est ça. Ça devient plus stressant. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui le gèrent super bien, mais peut-être, je ne sais pas si les femmes ont vu ça différemment, mais c'est certain qu'en prenant plus de responsabilités, j'ai parfois vécu des moments de gros stress. Oui. Donc, j'ai senti, je dirais peut-être 3 fois, peut-être un état de basculement, mais il y a un moment donné aussi que ma mère était tombée malade, donc j'ai eu 2 mois extrêmement difficiles à gérer. Bon, si c'était à revivre, j'arrêterais de travailler ces 2 mois-là, mais tu sais pas que ça va durer 2 mois. Mais à ce moment-là, j'ai eu des signes physiques. Oui. Donc, parce que j'étais vraiment sur le point de basculer. Et depuis ce moment-là, quand j'ai ce signe physique qui revient, c'est un signe qu'il y en a trop. Il y en a trop à la maison, il y en a trop au bureau. Donc, je le dis, ce que je disais un peu en début d'émission, je le dis à ma direction et je le dis aussi à mon conjoint. Là, je fais juste en enlever. D'accord. Au bureau, j'en enlève et j'en enlève à la maison. Donc, vous avez votre drapeau rouge, là, vous le reconnaissez. Mais il faut être à l'écoute de soi et de ses signes. Oui. Nathalie, les femmes s'en mettent beaucoup plus. Hein? J'aimerais ça qu'on parle de ça. Et après, j'aimerais ça aussi qu'on parle de la solitude du gestionnaire dans ces moments-là. Donc, on va commencer par pourquoi les femmes, on en prend autant? Au niveau professionnel, oui. Au niveau professionnel, moi, ce que je vois, c'est que les femmes en entreprise, les femmes ont un côté humain assez développé généralement. Et puis, ils tiennent à ce que tout le monde soit impliqué, ils tiennent à ce que tout le monde, qu'il n'y ait personne qui soit laissé tomber. Et on est très bonnes dans les femmes aussi dans l'organisation, comme je mentionnais un peu plus tôt. Ce qui fait que si on voit que quelque chose n'est pas bien
y a quelqu'un qui est laissé de côté ou qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, tout ça, porter très, très facilement à les aider. Donc, ça ajoute quand même à la charge de travail. Veut pas, au nombre d'heures. Donc, beaucoup de femmes aussi sont perfectionnistes. C'est pas juste un trait féminin, il y a des hommes aussi. Oui. Mais le perfectionnisme aussi, ça ajoute, parce que là, on veut tout faire, on veut pas lâcher. Et quand on monte dans des postes de direction, qu'on prend plus de responsabilités, quand on est dans des postes qui sont plus dans la réalisation, c'est correct de faire tous les détails et tout, mais plus on monte dans des postes de direction, il faut laisser aller les détails. Et ça, moi, je trouve que les femmes, de ce que je vois, moi, ont plus de difficultés à laisser aller les détails. Une des choses que moi, je dis souvent quand les femmes prennent plus de responsabilités, c'est arrêter d'organiser le party de Noël. Là. Ah oui. C'est plus à vous de le faire, mais parce qu'ils veulent ils veulent que tout le monde soit impliqué, ils veulent que ça soit bien fait. Mais ça ajoute beaucoup, beaucoup de travail en plus des responsabilités. Donc, moi, il y a aussi cette prise de conscience-là qu'on a à faire, je pense, les femmes. C'est pas facile. Oui. Je suis d'accord avec le party de Noël. Oui, c'est ça. En plus, pour moi, c'est une tâche ingrate. Là. Il faut faire plaisir à tout le monde. Et puis, Non, mais moi, j'ai dit, l'année dernière, je vivais tellement des gros moments. J'ai dit non, mais je suis là pour 2-3 affaires de besoin, mais je ne participerai pas dans toutes les réunions. Toutes les réunions de fête de Noël. Non, oui. Alors moi, en tout cas, j'aimerais ça en parler parce que c'est des choses qu'on vit quand on est gestionnaire dans une grande entreprise et tout. Moi, ce que j'appelle la solitude du gestionnaire, c'est-à-dire que on a des employés, etc. Donc, il faut paraître que tout va bien, mais parfois, tout ne va pas si bien et on se sent un peu esselé dans la solitude. Quelles seraient les solutions à cela? Comment pallier à cette solitude? Est-ce que tu le vis, toi, Julie, la solitude? Oui, je l'ai vécu. Je le vis de temps en temps. Oui. Fait que pour moi, c'est important de parler avec un autre gestionnaire. Oui. De se créer un réseau. Parce que c'est vraiment... même après pendant la pandémie, mais quand on revenait au travail, une autre gestionnaire qui avait une assez grande équipe au bureau, on s'est vus. On s'est assis dans une salle de réunion, on a mangé ensemble, puis on a parlé parce qu'on venait d'apprendre à travailler à la maison avec nos équipes et tout ça. On avait besoin de partager. Je pense que c'est important d'avoir un réseau pour échanger parce que des fois ça peut être au département de ressources humaines, mais c'est bon de pouvoir échanger avec autres personnes que la direction ou son équipe en soi, à qui on ne peut pas confier. Mais parce que quand on vit des moments très difficiles ou stressants, si on n'a pas quelqu'un avec qui on peut partager ça, qui comprend bien notre réalité, c'est lourd à porter. C'est ça, exactement. Moi, je suis coach professionnelle, donc je suis aussi une personne chez qui comme tu dis, les gestionnaires qui vivent la solitude, des fois, ils me contactent parce que c'est naturel qu'ils me contactent. Ça m'est arrivé aujourd'hui ou quelqu'un que je coach depuis un certain temps. Elle m'a dit, j'ai besoin de 10 minutes de ton temps ce matin. C'est la seule à qui je peux dire ça. Donc, elle m'a partagé ce qu'elle avait partagé, mais elle avait comme besoin de le dire, mais il n'y a personne, parce que tu ne peux pas le partager avec ton équipe. C'est ça, tu ne peux pas le partager avec les collègues toujours non plus. Oui. Donc, des personnes externes aussi, dans la confidentialité, bien sûr, des personnes de confiance, ça peut être une bonne manière. Ouais. Il y a aussi des gens qui sont... qui suivent des formations. Il y a des groupes, comme des groupes de co-développement qu'ils s'appellent. Donc, ça, c'est des bons lieux aussi d'échange et de voir dans mon domaine quelqu'un qui fait quelque chose de similaire. Ça, c'est des bonnes manières aussi de s'inspirer des autres puis de pouvoir partager, de réaliser qu'on n'est pas tout seul à vivre quelque chose. Oui. On a beaucoup parlé de l'intensification au travail. J'aimerais ça aussi amener le sujet du succès de nos jours. Là. Ça fait, je pense qu'il y a aussi un impact là-dedans, c'est-à-dire notre propre définition du succès. Donc,
les gestionnaires aussi qui sont dans des postes de haut niveau, il y a cette performance, mais aussi qui va le success story, là. Donc, ça veut dire être en succès, c'est être constamment présent en travail et tout ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre définition aussi à donner au succès réel? Je pense que ça dépend des gens aussi, parce que moi, je n'ai jamais été tant... Dans le success story. Ouais, ou vouloir de la visibilité dans le succès ou quoi que ce soit, mais il y a des gens que oui, puis je veux dire, c'est correct aussi. Je veux dire, ça dépend des types de personnes. Je sais pas si moi, je sais pour dire, avec le temps, quand j'étais plus jeune, je parlais pour moi, là, quand j'étais en début de carrière, oui, j'avais des objectifs à accomplir, puis je voulais faire des choses, puis être reconnue pour ça. Puis avec le temps, je me rends compte que c'est en fait chaque journée qui est importante plutôt que d'atteindre les objectifs. Des fois, les journées vont bien, des fois, les journées vont moins bien. Mais peu importe si j'ai du plaisir ou si je suis bien, même quand ça va mal, c'est possible d'être bien, d'être relativement zen avec ce qui se passe. Ça, pour moi, c'est plus la définition de succès aujourd'hui pour moi. Ouais. Toujours au micro avec Nathalie Marceau, professionnelle en ressources humaines, et Julie Laporte, gestionnaire dans une grande entreprise. Donc, mesdames, maintenant, on va parler de l'équilibre travail-famille. Est-ce que c'est un vœu pieux? Alors, Julie... L'équilibre, je sais pas si c'est équilibré, mais bon, c'est un défi à tous les jours. Puis je me souviens, quand je suis devenue maman, d'avoir acheté un livre qui s'appelait « Équilibre travail-famille » parce que j'ai rapidement vu que c'était tout un défi. C'est un défi à tous les jours, mais c'est certain que des fois, pour avoir un bon équilibre entre les deux, il faut faire des concessions des deux côtés. Sinon, si on veut tout partout, c'est pas possible. C'est ça. Nathalie? Moi, je pense, au Québec, on a quand même fait beaucoup de progrès de ce côté-là dans les dernières décennies. On peut penser au congé de maternité quand même ici qui est généreux au Québec comparativement à d'autres endroits. Et si on compare avec les États-Unis, là, la conciliation travail-famille ici, c'est vraiment beaucoup plus avancé. Par contre, il y a des pays dans le monde, la Suède, entre autres, qui ont des pays scandinaves, ils ont des mesures de conciliation travail-famille qui sont encore plus avancées, si je peux dire. Donc, on les regarde souvent comme un modèle. Oui. Donc, mais le Québec a quand même beaucoup avancé de ce côté-là. C'est un endroit qui est très ouvert, je pense, à ce niveau-là. Au niveau de la conciliation travail-famille aussi, il faut comprendre que on dirait que tout le poids repose sur les 30 à 50 ans, dans le sens où c'est une période où là, il y a les enfants, il y a une maison, il y a toutes sortes de choses qui arrivent à ce moment-là, en même temps que de prendre des responsabilités professionnelles à tous les niveaux. Donc, souvent, tout se passe entre 30 et 50 ans. Les entreprises sont gérées par les gens qui sont entre 30 et 50 ans, principalement. Donc, tout se passe là. Donc, la conciliation travail, vie personnelle dans ces années-là, c'est difficile, là, c'est sûr. Il y a toutes sortes de manières de faire ça. Là. Je ne sais pas si toi, Julie, tu as trouvé des recettes magiques. Moi, quand je suis devenue maman, j'ai demandé à un moment où c'était vraiment pas commun, surtout pas dans mon entreprise, de travailler 4 jours. OK. On m'a dit, c'est vrai, tu as 3 enfants en bas de 5 ans. J'ai dit, dans 5 ans, je vais avoir encore 3 enfants. Oui, exactement. Donc, j'ai fait le 4 jours pendant 1 an et demi, 2 ans. OK. Mais j'étais perdante dans l'histoire parce que j'étais payée 4 jours et je travaillais plus que 4 jours.
Donc, je me suis assise avec l'entreprise. J'ai dit, bon, on va changer. Je vais travailler une semaine 4, une semaine 5, donc 90% du temps. La semaine, je travaille 4 jours. Le vendredi, je suis vraiment pas disponible. Parce qu'en étant gestionnaire, c'est difficile. Voilà. Une journée complète peut être... Donc, j'ai fait ça jusqu'à la pandémie. Puis, depuis la pandémie, j'ai arrêté, mais j'aimais bien ça. Et dans le contexte actuel, je vois pas comment je pourrais faire ça parce que j'ai de la misère à faire en 5 jours. En 5 jours, ouais. Donc, avec cette intensification qui est venue après. Depuis les 3 dernières années, je pourrais pas. C'est comme si la pandémie a jeté un peu le chaos dans les entreprises à plusieurs niveaux, autant au niveau de comment faire affaire avec les gens, mais aussi comment on fait avec les employés. Ça a comme jeté un peu le chaos dans tout ça. Mais moi, je pense qu'on va ressortir gagnante quand on se pose des questions. Des fois, on peut trouver des avenues de faire les choses. Moi, comme je mentionnais plus tôt, je pense beaucoup à la personnalisation des besoins de chacun. Je pense que si on peut aller vers là... D'être justement de la flexibilité qu'on disait un peu plus tôt. Les jeunes vont le demander, donc il faut accommoder. On veut garder nos employés, donc je pense que ça va peut-être se faire... Parce qu'il y a un changement, en effet, Julie. Lorsqu'on parle des jeunes, les jeunes sont beaucoup plus un peu dans... on prend du temps pour soi, on pense... Ils prennent le temps, disons, de s'arrêter. Ce que nous, en tout cas, moi, je ne faisais pas à mon époque et que j'ai encore de la difficulté à faire. Donc, alors, c'est d'amener... Est-ce que nos jeunes nous amèneraient aussi à un nouveau modèle? Peut-être, oui. Oui, moi, je pense que ça a du bon, effectivement. Tu sais, que chaque génération arrive avec ses propres valeurs. Et puis, ils aiment beaucoup l'autonomie. Et donc, ça, c'est très important de leur donner de l'autonomie en entreprise, que ce soit dans les projets, mais aussi dans la flexibilité et tout. Et je pense que en bas de 35 ans, il y a à peu près un tiers des jeunes en bas de 35 ans qui sont à leur compte. Ça, c'est énorme. Énorme. C'est un énorme. Tiers. Oui, travailleurs autonomes parce qu'ils aiment la flexibilité que ceci apporte. Là. Donc, c'est comme une première génération que c'est autant que ça. Donc, merveilleux. Donc, c'est encore là, c'est l'autonomie, la flexibilité, la personnalisation à chacun. Oui. Il reste que quelques minutes avant la fin de l'émission, puis j'aimerais qu'on aille assez rapidement sur les solutions ou des messages que vous avez envie de passer aussi à des femmes, Julie, gestionnaires, ou tout, qui ont des postes comme ça. Donc, alors, quelles seraient les quelques solutions possibles? Moi, je dirais de prendre le temps de regarder à quel endroit on draine notre énergie. De faire des choix conscients, de dire ah ben ça, c'est peut-être que j'ai plus besoin de faire ça. Peut-être que ça, je peux faire ça différemment. Donc, vraiment de prendre le temps de voir. Le but, c'est étant de travailler dans un contexte où on est bien et non drainé. Donc, les choses qui nous drainent, que ce soit des relations avec des gens ou peu importe, là, ce qui nous draine ou la quantité de tâches ou le type de travail. Des fois, on n'est juste pas dans le bon travail pour nous non plus. Si c'est drainant, c'est un signe, à mon avis, que si c'est drainant, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Oui. Faut, en tout cas, en prendre conscience. Oui, c'est ça. Et vous, Julie? Ben moi, comme j'ai un peu dit là, tout au long de l'émission, je pense que c'est aux gens de prendre une certaine discipline aussi, parce que des fois, c'est nous-mêmes qui se mettons dans cette situation. C'est pas l'entreprise qui l'exige. Exactement, oui. Donc, si moi, j'ai écrit un mail un samedi, puis il y a quelqu'un qui me répond, des fois, j'ai déjà dit « Qu'est-ce que tu fais? » Tu sais, j'ai écrit ça parce que je ne serais pas au bureau lundi, je vais être en voyage, mais tu sais, je pense que c'est aux gens aussi de bien communiquer ensemble, c'est quoi les attentes du gestionnaire, de l'entreprise, c'est quoi les attentes de l'employé aussi pour son travail, mais de se discipliner, puis de mettre des règles claires, puis je pense que on peut trouver façon, parce que la déconnexion, un peu le droit à la déconnexion,
il y a certaines personnes, j'ai l'impression que c'est eux qui veulent tout le temps... Être connectés. C'est pas des choses que nécessairement on leur a demandé. C'est ça. L'impression peut-être de contrôler quelque chose qui est finalement incontrôlable. Oui. Alors, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà terminé. Donc, moi, en tout cas, je pense que nos auditrices et auditeurs sont mieux informés sur l'intensification au travail. Donc, je rappelle que mes invités sont Nathalie Marceau, professionnelle en ressources humaines, et Julie Laporte, gestionnaire dans une grande entreprise. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Alors, Mathieu Tessier à la mise en onde. Jean-Sébastien Laliberté et Lynn Roy, recherchiste. Alors, ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.